Chers amis du cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un jeune homme que vous connaissez et aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, disait l'autre. Or, notre ami Morgan Lotz, spécialiste du monde iranien, auteur de plusieurs ouvrages, mais deux sous nos presses, hein, une introduction à l'étude de la constitution iranienne et une introduction au droit iranien. Alors, cher Morgan, nous sommes donc le 13 juin, il est 14h40, cette nuit. L'aviation israélienne a frappé plusieurs cibles en Iran. On fait état de plusieurs dizaines de pertes. Euh, que pouvez-vous nous dire sur ce que vous avez pu commencer à collecter sur ce qui s'est passé cette nuit? Alors bonjour et merci pour votre invitation et merci aux auditeurs qui suivront cette vidéo. C'est toujours un plaisir de partager mes connaissances, mes études, qui sont une passion notamment sur l'Iran. Je suis tout de même attristé que ce soit dans de telles conditions. Après l'actualité sur les négociations concernant l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis faisait que nous avions à intervenir sur l'Iran, mais l'actualité a précipité les choses. Donc aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, donc a commencé, alors heure locale, il était à peu près 6-7 heures en Iran, à peu près 5 heures en France. Des frappes israéliennes ont eu lieu, tout d'abord contre la capitale Téhéran, hein, ainsi que contre le centre de recherche nucléaire de Natanz, qui est situé dans le centre du pays. Plus tard ont eu lieu des bombardements à Kermanshah et à Tabriz. Donc Kermanshah, c'est dans l'est, plus précisément le Kurdistan iranien, et Tabriz, c'est le nord-ouest, pardon. Kermanshah, c'est l'ouest, et Tabriz, c'est le nord-ouest. Et il a été signalé à 13h43 heure française des incidents sur la base aérienne de Hamadan, toujours dans l'ouest iranien. Donc c'est une grande sidération puisque dimanche devait se tenir de nouvelles négociations entre l'Iran et les États-Unis à propos de cet accord sur le nucléaire. Et il a été signalé par les médias iraniens à 13h57 que l'Iran comptait se retirer des négociations et ne participeront pas dimanche à cette rencontre avec les négociateurs américains. Donc concernant le bilan, donc l'heure à laquelle nous enregistrons, il est 14h45 heure française, donc le bilan est encore provisoire. Nous n'avons pas toutes les données. Concernant les hauts responsables militaires, puisque les frappes israéliennes ont notamment visé des résidences, mais des résidences militaires et des casernes. Donc, parmi les civils, le député Feridoun Abbasi est tombé en martyr, ainsi que le général de division Hossein Salami, qui était le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Gholam Ali Rachid, qui était le commandant du quartier général de Khatam al-Anbiya. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le quartier général de Khatam al-Anbiya, c'est le centre névralgique des gardiens de la révolution qui se trouve dans la région de Téhéran. Euh, le général de division Mohammad Bareri, qui était le chef d'état-major des forces armées iraniennes, est également tombé en martyr, ainsi que le général de brigade Amir Ali Hadjizadeh, qui était pour sa part le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution et l'architecte, le cerveau des opérations Promessonnette 1 et 2 qui ont visé précédemment cette année Israël et ses centres militaires. En matière de civil, plusieurs scientifiques iraniens spécialisés dans le nucléaire sont également indiqués comme morts dans ces attaques, notamment le docteur Ahmad Reza Zolfarari, qui était professeur à la faculté de génie nucléaire de l'université Shahid Beheshti à Téhéran. Donc l'attaque israélienne est une violation flagrante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies et est d'autant plus abjecte qu'elle a visé également des civils. Le premier bilan qui a été donné à 14h10 fait état de 329 blessés et 78 morts. On parle uniquement des civils de Téhéran. Je ne parle pas des militaires. C'est 78 civils iraniens
qui ont été assassinés par, l'armée israélienne. Donc les premiers éléments qui ont pu, être donnés jusqu'à présent, c'est à la fois les Iraniens, mais également les Israéliens qui les ont donnés puisque, le Mossad, donc qui est le service de renseignement extérieur, d'Israël, a publié des vidéos où l'on voit, certains de ces, commandos du service action. En français, on dit un service action. Heu, donc ces commandos visaient notamment des infrastructures de défense aérienne à l'aide de missiles, qui seraient rentrés en contrebande sur le territoire iranien. Donc alors ce sont pas des missiles, balistiques, ce sont des missiles de précision, hein, puisque vous savez que, il y a 2 types de missiles, à la fois les missiles balistiques, donc pour parler, hem, aux profanes, les gros missiles qui sont envoyés par vecteur et également des missiles plus petits, par exemple, le missile Milan français qui lui peut être porté, par un ou 2 combattants. Donc c'est ce genre d'armes qui ont été utilisées par, les commandos israéliens. Alors, là aussi, s'agit-il, uniquement de commandos israéliens infiltrés sur le territoire iranien ou s'agit-il, d'agents iraniens recrutés, donc ce qu'on appelle, pour être très direct, des traîtres à leur pays? Ça, nous ne le savons pas encore et ce sera au renseignement iranien de faire la lumière sur, ce détail. Alors, si vous voulez, au-delà de l'émotion, hein, c'est un pays que vous connaissez, c'est certainement des quartiers, des villes que vous avez peut-être arpentés qui ont été visés. Euh, Ce qui est, le moi, il y a une donnée, qui m'a été, que j'aimerais beaucoup connaître. Nous parlons d'une flotte israélienne au total de près de 200 avions de combat. C'est ce qui serait une flotte assez remarquable pour une opération. J'aimerais savoir si ces chasseurs ont été ravitaillés en vol et si oui, par qui? Alors, là aussi, il faut, C'est très il est nous sommes, c'est très dur de le savoir dès maintenant, hein, mais, est-ce que c'est une opération entièrement israélienne ou, c'est principalement et tous les regards se retournent vers Washington, c'est, qu'est-ce que l'Amérique savait, enfin, qu'est-ce que la présidence américaine savait ou ne savait pas? Alors, tout d'abord, il a été signalé cette dernière heure dans le ciel de Machhad. Donc Machhad, c'est le nord-est de l'Iran. On est à peu près à 20 kilomètres du Turkménistan. Il a été signalé des vols d'avions de chasse, mais ce sont des avions de chasse iraniens, puisqu'il y a un transfert de la chasse iranienne de l'est vers l'ouest du pays. Hem, Ensuite, il y a bien des avions israéliens qui ont été, aperçus dans le ciel, notamment irakiens et syriens, avec des avions ravitailleurs. Donc il ne semble pas pour l'heure que les attaques à Téhéran même aient été menées par des avions de chasse, puisqu'aucun n'a été signalé, mais par des attaques, donc comme je disais, de missiles de précision ou de drones. Donc à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus, hein. Moi je suis chercheur, je suis pas devin, donc j'attends de voir ce que Oui, le bien sûr, là, il faut voir ce que les données vont nous dire. Ouais. donc ce qui est probable, c'est que les avions de chasse, israéliens aient attaqué dans l'ouest du pays, notamment, Kermanshah, Hamadan et possiblement Natanz. Après pour ce qui est de Téhéran, ce sont quand même des immeubles d'habitation qui ont été, visés pour certains. Là, il est fort probable que ces exécutions, hein, aient été, menées à l'aide de drones ou de missiles, de précision à courte portée. Donc là, cela impliquerait quand même un énorme travail de renseignement humain de la part d'Israël. Qui impliquerait une infiltration en profondeur, d'équipes de combat et même, vu si l'utilisation de drones, enfin, faut voir ce que c'est la distance Téhéran, quoi. De faire de faire voler des drones, et de les conduire généralement à courte ou moyenne portée, implique quand même, de faire rentrer du matériel, de faire rentrer des hommes équipés et entraînés. Enfin, c'est une grosse opération, hein. Oui. Après, il faut voir aussi le niveau de trahison interne, hein, puisque dans ce genre d'opération, pour connaître le domicile, privé, d'un haut gradé, il y a forcément une trahison humaine. Donc là, c'est au service de renseignement iranien de faire la lumière. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le 11 juin, c'est-à-dire mercredi, l'Iran a révélé, le succès d'une vaste opération de renseignement iranienne
qui ont permis, d'obtenir des documents et des renseignements sur tout le programme nucléaire israélien. Et il a également été découvert que Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, aurait été, plus ou moins manipulé volontairement par Israël afin de court-circuiter les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est notamment l'infiltration israélienne de l'AIEA qui aurait permis à Israël de connaître les principaux, cerveaux du programme nucléaire iranien et de les assassiner, notamment au début de la décennie 2010. C'est une accusation d'une extraordinaire gravité. Tout à fait, c'est extrêmement grave. Qu'une institution censée être neutre comme l'AIEA, ne surveille pas les infiltrations étrangères, d'autant plus que l'AIEA tient un double discours qui est absolument scandaleux et là je vais me permettre d'émettre des critiques. D'un côté, l'AIEA, ne s'offusque pas de ne pas être autorisée par les États-Unis et Israël d'inspecter leur site nucléaire, mais va, courroucer l'Iran, en, forçant, la visite de l'installation nucléaire iranienne. Mmh. Ça, c'est la première critique à faire et la deuxième, c'est celle de sa politisation. Puisque tous les rapports de l'AIEA depuis la signature le 14 juillet 2015 du plan d'action global commun, le PAGC, donc c'est ce fameux accord, de Vienne sur le nucléaire, tous les rapports de l'AIEA indiquaient que l'Iran respectait scrupuleusement les termes et répondait favorablement à ses obligations. Et la réunion des gouverneurs de l'AIEA d'hier a émis un rapport qui condamnait l'Iran, qui critiquait l'Iran, ne se basant sur aucun fait. Donc le gros risque, c'est que l'AIEA et les instances internationales ne soient absolument plus crédibles. L'Iran souhaite déjà, et c'est tout à fait normal, se retirer des négociations de Dijon. Et il est fort probable que l'Iran se retire également du traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Mmh. Donc il faut quand même rappeler que, l'Iran est actuellement, dans son droit de se défendre contre cette attaque israélienne en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Ce n'est pas de la propagande, pro-iranienne, c'est simplement du droit Non, international. c'est elle a un droit de contre-mesure, son sol a été visé, donc Tout à fait. Il y a eu 2 frappes balistiques iraniennes contre Israël. La première faisait suite à l'attaque de son consulat, de Damas, donc territoire iranien, mmh. et le deuxième à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le secrétaire général du Hamas, Mmh. toujours en 2025. Donc là, bon, si on voulait, il y avait match nul, un partout. Et là, Israël vient de relancer les hostilités. Alors on notera le légendaire courage de Benjamin Netanyahou qui a décollé dans son avion pour gagner Chypre et d'après des informations non confirmées, il serait à Athènes, en Grèce actuellement. Donc il Non, faudrait quand même, que les Israéliens, mesurent les conséquences de leur action et les heures et les jours à venir je ne suis absolument pas confiant pour ce qui va se passer pour la suite. alors s'il y a une diplomatie qui a l'air, qui essaye, se qui semble, essayer de rattraper les pots cassés, c'est la diplomatie américaine. Vous voulez je le s là, objectivement, heu, avons-nous des données sur le fait que les Américains étaient au courant ou qu'ils aient, d'une manière ou d'une autre, autorisé ce qui s'est passé? Oui, alors les Américains ont joué un rôle, les déclarations du président Donald Trump, le démontrent très clairement, hein. Trump a déclaré qu'il avait donné 60 jours à l'Iran et qu'aujourd'hui c'est le 61e, Mmh. et les Israéliens eux-mêmes, semblent reconnaître que les États-Unis les ont aidés en matière de renseignement, de logistique et de ravitaillement des avions de chasse en vol. Donc les Américains sont autant responsables et je ne peux qu'exprimer une colère, heu, très froide vis-à-vis de Donald Trump. Heu, alors vous pouvez prendre un dictionnaire des injures pour savoir ce que je pense du personnage, mais quand on valide une opération israélienne comme celle-ci en pleine négociation, c'est que ces négociations sont une tromperie et un leurre. Des officiels israéliens, et ça a été rapporté par l'agence de presse Axios, des officiels israéliens ont précisé que cette opération d'aujourd'hui en Iran a nécessité 8 mois de préparation. Donc avant même que Donald Trump et la diplomatie américaine, si on peut appeler ça une diplomatie, avant même que les États-Unis en viennent à négocier avec l'Iran, les Israéliens
avec l'aval américain, avait déjà préparé cette opération d'attaque qui, peut être considérée comme une déclaration de guerre officielle, hein. Parce que ce sont quand même des officiels, iraniens qui ont été visés, et l'Iran est d'une part en droit de répondre et doit répondre, doit absolument répondre. Il en va de sa crédibilité et surtout de sa sécurité. Oui, oui, bien sûr, ça c'est, la question c'est, heu, la question c'est, la diplomatie américaine avait marqué des points vis-à-vis des Iraniens ces derniers mois. Heu, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à voir, si vous voulez, pre si vous voulez, prenez ce qui s'est passé dans le cas syrien. Le cas syrien, les Turcs et les Israéliens en profitent parce que l'administration démocrate en partant leur donne les moyens d'abattre Bachar el-Assad. OK. Ça, de toute façon, Donald Trump, nous étions dans l'inter-administration, il n'avait absolument pas les moyens de s'y opposer ou d'autoriser quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, la question, c'est que le processus américano-iranien a en partie avancé entre-temps. Heu, c'est très, très drôle de la part de quelqu'un comme Donald Trump de se mettre ce type de fil à la patte. C'est ça que alors ensuite, heu, suite à ce qui s'est passé, il y a 2 réactions internationales, les avons-nous? La première, c'est celle des Russes, parce que les Russes entendent être un élément de stabilisation de la zone et deuxièmement, c'est celui de Pékin, allié de Téhéran et qui accorde énormément d'intérêt aux relations poussées avec Téhéran, particulièrement dans le domaine énergétique. Est-ce que ces 2 diplomaties ont déjà eu le temps de réagir? Oui, notamment la diplomatie russe a condamné cette attaque israélienne, contre l'Iran. Il n'y a pas plus de réaction pour le moment. Je pense que les différents observateurs, notamment la Russie et la Chine, vont attendre de voir comment évolue la situation. Hem Et bien sûr, celle-ci ne leur échappera pas, hein. Heu, Rien que, jeudi soir, alors que les bases américaines signalaient, des ordres d'évacuation du personnel non essentiel et des familles militaires, le cours du pétrole augmentait de 5. Mmh. Donc je doute que des acteurs comme la Chine, qui est notamment grande consommatrice du pétrole iranien, je doute que la Chine reste, sourde et muette à cette situation. Et il va certainement peser de tout son poids diplomatique, notamment au Conseil, général de l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, pardon, pour, tenter d'aider l'Iran et d'apaiser la situation. Mais malheureusement, nous pouvons constater actuellement que, rien ne va dans le sens de la diplomatie. Alors la diplomatie européenne, n'en parlons pas, hein, quand j'ai eu la réaction Évitons de faire l'appel des ramasseurs de balles. la réaction du sinistre, français des affaires étrangères qui explique qu'Israël a le droit de se défendre, très bien, mais déjà l'Iran aussi a le droit de se défendre, donc on verra quelle sera sa réaction. Ah, Heu puis si vous voulez des légitimes défenses préventives, bon, et Israël n'est pas dans une posture de défense aujourd'hui. Israël est dans une posture d'attaque là, elle est dans une posture d'attaquant. À un moment, faut, et Israël a visé des civils. oui, oui, Alors je doute que les médias mainstream c'est montrent prenez au niveau du droit international, la situation est très claire, hein. Donc, le si vous voulez, de toute façon, nous sommes dans la montée que le gouvernement israélien a souligné lui-même depuis des mois contre Téhéran. Très bien, bon. Ça tombe en plus très juste, vu que Benyamin Netanyahou a échappé une motion de censure récente, il va pouvoir rebondir sur cette situation. Si vous voulez, titre personnel, cette zone nous étonnera toujours par sa facilité à faire de terribles gâchis. Alors, si vous voulez, à titre personnel, comme réaliste politique, c'est ça qui me sidère. Si vous voulez, on a encore perdu des vies, des moyens, du temps, pour rien.
parce qu'à un moment ou un autre, il faudra bien se mettre à table. Moi, je l'ai toujours dit, Morgane, vous le savez, moi j'ai toujours trouvé l'activisme anti-iranien, y compris de nos amis israéliens, totalement contre-productif. C'est une obsession qui n'a pas lieu d'être. Le problème, c'est que Israël a une pensée des relations internationales qui fait qu'à la fois elle se sent surpuissante et surmenacée, ce qui autorise tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne peut pas avoir une action internationale sérieuse, calme, réfléchie et, et utile quand on est dans cette optique-là. C'est-à-dire que l'Israël n'est pas menacé, les Iraniens n'ont ni la volonté ni les moyens de détruire Israël. Euh, je pense que malheureusement aujourd'hui, tout le monde préfère une option militaire légère, parce que pour l'instant nous sommes dans des choses très tristes, mais qui sont des options militaires légères par rapport à ce que nos armées sont capables de faire, y compris l'armée israélienne. Or, ce qui est étonnant, c'est, si vous voulez, suivez mon raisonnement. La Syrie tombée, l'Iran affaibli, les bras extérieurs de l'Iran et particulièrement le Hezbollah affaibli, le Liban sous pression, la Turquie dans le viseur, l'Irak out définitivement. Finalement, euh, il ne reste que l'envoi des Palestiniens soit en Jordanie, soit en Égypte. En Égypte, ce serait une catastrophe, mais Ils n'en veulent pas non plus, hein, il faut le préciser. bien sûr bien sûr qu'ils en veulent pas. Et puis d'un côté, on va pas leur en vouloir non plus. Quand même chez eux, jusqu'à preuve du contraire. Euh, le, euh, euh, le problème, c'est que pour l'instant, la tactique israélienne, parce que je vois pas de plan stratégique derrière, c'est une catastrophe à long terme. Parce que toute la zone est en train de tomber. Mais les objectifs tactiques d'Israël sont aujourd'hui en partie atteints. Donc, question, comment vous voyez, disons, le moyen terme pour la zone? En tout cas, vu de Téhéran. Alors, vu de Téhéran, il y a des manifestations qui ont eu lieu à Rome. Rome, qui est ville extrêmement conservatrice et religieuse, comme Yazd. Il y a eu des Capitale manifestations religieuse. dans ces deux villes, mais également Isfahan, qui est une ville notamment très jeune, très moderne, des manifestations qui ont appelé à se venger, venger notamment les morts civiles, le plus vite possible et le plus efficacement possible. C'est la population qui est descendue dans la rue. Alors, on pourrait dire, oui, c'est les partisans de la République islamique qui descendent dans la rue. Bon, probablement à Rome et à Yazd, qui sont des villes quand même assez conservatrices. Mais Isfahan démontre le contraire, de même que Téhéran, qui sont des villes très jeunes, avec une jeunesse très ouverte sur le monde extérieur et notamment occidental. Donc pour que cette jeunesse-là sorte dans la rue en appelant à venger ses morts, c'est que le sentiment nationaliste iranien n'est absolument pas mort. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie trop souvent en Occident, parce que forcément en Occident, le nationalisme, c'est le diable. Il ne faut surtout pas être Oui, oui, je connais. on connaît bien. Par contre, en Iran, même des opposants aux institutions politiques actuelles sont nationalistes. Mais même les nostalgiques du chat, enfin, c'est ce qui Tout est à fait. l'unanimité sur le dossier de la bombe. Eh bien, on a un très bon exemple, c'est Zaïdir Ardeshir, me semble-t-il, qui a été ambassadeur du Shah d'Iran aux États-Unis et ancien ministre iranien des Affaires étrangères, donc qui est un homme de la monarchie qui était farouchement opposé à l'ayatollah Khomeini. Lorsque le général Rassem Soleimani a été assassiné déjà par Trump à l'époque, hein, les Iraniens devraient en tirer les conclusions, cet ancien ministre du Shah avait dit que Soleimani était le sang de l'Iran. Donc vous voyez qu'il y a des sujets en Iran qui transcendent le clivage politique et il ne faut absolument pas sous-estimer cela. Là, ce n'est plus une question de mollah ou de régime, comme disent nos médias. Là, c'est une question de terre d'Iran, la terre ancestrale, la mère patrie. L'Iran qui est le plus vieux pays du monde, 7000 ans. Mm. Donc attaquer ça, ça va fédérer les Iraniens.
Et les Iraniens ont cette intelligence de savoir régler leurs conflits internes entre eux, mais de faire bloc lorsque la mère patrie, Iran, est attaquée. Et je vais quand même préciser quelque chose pour, certains spectateurs qui peuvent avoir une sensibilité, anti-immigrationniste. L'Iran, c'est au minimum 11 millions de réfugiés et en moyenne 15 millions de réfugiés. Ces 15 millions de réfugiés, ils vont pas aller en Israël ou aux États-Unis. Ils vont venir chez nous en Europe. Donc, poursuivre une offensive militaire qui pourrait dégénérer en affrontement régional, c'est une très mauvaise idée. D'une part, par rapport aux vagues migratoires que nous connaîtrons en Europe, hein. Je pense que, on a déjà fait assez l'expérience des vagues migratoires en Europe, pas besoin d'en rajouter. Heu, mais également Mmh. sur le pétrole et le gaz, puisque 30 du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 30 mètres de fond. Donc les Iraniens, s'ils veulent, ils peuvent couler un bateau, là où il y a 30 mètres de fond, puis un deuxième dessus, et les 30 mètres, ben, elles sont bouchées. Donc il n'y a plus aucun bateau qui passe. J'explique très schématiquement, mais c'est l'idée. Et je pense que les gens comprendront aisément qu'une guerre face à l'Iran ne sert pas les intérêts de l'Iran et ne sert encore moins nos intérêts européens et français. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est une très, très juste mise au point, Morgane. Nous aurons l'occasion d'en reparler très bientôt et de solliciter vos lumières sur le développement de la zone. Mais il fallait que nous réagissions vite à ce qui s'est passé. Euh, Si vous voulez, bon, le nous allons, de toute façon, nous serons vite, malheureusement, très vite fixés. Merci beaucoup, Morgane. C'est moi qui vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.